Merci. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Je pense qu'on va quand même garder le micro parce que si on veut que ma voix porte pendant toute l'heure qu'on va passer ensemble, c'est peut-être mieux comme ça. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Merci pour l'introduction. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour parler avec vous. Et ça va me permettre de mettre ma diapositive. Je vais faire un petit peu d'exercice entre ici et pour changer mes diapos, puis ça vous permettra aussi de prendre une respiration, puis de passer à autre chose, puis ça mettra une respiration dans notre présentation. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous du fait d'être le parent d'une personne différente et on va aborder les aspects de naviguer entre l'épuisement, la culpabilité, l'impuissance et le regard des autres. Donc ça, c'est notre menu pour ce soir. Il était une fois un grand bouleversement. Vous le savez probablement dans votre propre expérience, lorsqu'un enfant naît avec un handicap, présente un retard de développement ou reçoit un diagnostic d'autisme, cela provoque un important bouleversement dans la vie des parents. Ceux-ci doivent s'adapter, ils doivent apprendre à s'adapter à un enfant qui va être différent. Ils vont probablement être inquiets pour son développement, pour son bien-être et pour son avenir. Ces parents vivent un choc et sont affectés par un stress d'une durée variable qui peut notamment affecter aussi la dynamique de couple et la dynamique familiale. Donc ça, c'est un peu le sujet que je vais aborder de façon plus approfondie, mais je trouvais important de rappeler qu'au début, cet événement-là, au moment où il y a un diagnostic, ça amène un grand bouleversement, un petit peu à l'image d'une vague qui vient un petit peu tout enlever ce qu'il y avait auparavant, puis qui vient transformer le paysage intérieur que pouvaient avoir des parents. Donc, les différents éléments qu'on va aborder, apprendre que son enfant est différent, on va parler de stress parental et d'épuisement. Ensuite, la partie principale, ça va être le processus de deuil. Comme c'est ma spécialité, le deuil, j'avais le goût de vous en parler de façon plus approfondie. Et ensuite, brièvement, on va parler des répercussions sur le couple et la famille, des réactions de l'entourage. Et je tenais à finir sur une note positive, donc on va finir en parlant d'espoir et d'aspects aussi positifs que la différence peut amener dans la vie des parents et de l'entourage. Apprendre que son enfant est différent. Il y a d'abord un contre-coup émotif. On vit d'abord une multitude d'émotions. Apprendre la nouvelle que notre enfant présente des difficultés de développement qui peuvent être importantes, ça peut provoquer des réactions émotives intenses. Et souvent, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on fait face à ces émotions? Comment est-ce qu'on peut mieux comprendre ces émotions pour qu'elles ne soient pas un obstacle à ce que les parents vont devoir vivre comme un défi d'adaptation? Quand on est plongé dans des émotions intenses, il peut arriver qu'on se demande, est-ce que ma réaction est normale? Est-ce que c'est normal que je vive autant d'émotions, autant de tristesse, autant de colère, autant de désespoir, autant d'incompréhension? On s'entend, et les spécialistes s'entendent, qu'apprendre que son enfant est différent peut causer un choc qui est considérable, un choc qui est au début difficile à encaisser. Et la façon dont on va répondre à ce choc va être différente d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont ressentir le besoin de se protéger en niant la réalité. Non, c'est pas vrai, ils ont dû faire une erreur, ça se peut pas, je vais aller voir un autre spécialiste, c'est pas possible que ça arrive à moi. Dans certains cas, on peut aussi en venir à attaquer la compétence des personnes qui ont posé le diagnostic. Ils se sont trompés de dossier, la personne n'est pas bonne, elle s'est trompée. Et il y en a même qui vont réagir en interrompant le processus diagnostique ou la thérapie en cours. On arrête de voir cette personne qui nous donne des nouvelles négatives. Ce n'est pas ça qu'on veut entendre, on n'est pas prêt à l'entendre. Donc, si j'arrête de voir cette personne, je vais arrêter d'avoir une mauvaise nouvelle.
Par contre, même si on quitte le processus, il peut arriver que la différence soit à reconsidérer quelques mois plus tard, voire même quelques années plus tard, parce que s'il y a vraiment un problème avec l'enfant, ça va réapparaître dans un autre contexte. En fait, ce qu'on observe, c'est que la réaction des parents peut varier énormément en fonction du cheminement personnel et de la gravité des symptômes de l'enfant. Donc, il y a vraiment des deux. Il y a le parent, comment il est, qui il est, et l'enfant, quelle est l'ampleur, dans le fond, des symptômes. Il y a certains parents qui vont avoir une sensibilité puis qui auront déjà perçu qu'il y avait une certaine différence auprès de leur enfant quand il était tout petit. Intuitivement, par exemple, ils se sont adaptés à certaines de ces caractéristiques. Par exemple, son besoin d'une routine prévisible, bien, ils l'ont intégré eux aussi dans leur vie quotidienne, puis ils savent quelque part en fond d'eux que leur enfant a une particularité. De plus, s'ils ont posé des questions à des professionnels ou qu'ils ont déjà fait des recherches à la bibliothèque ou sur Internet, ils seront peut-être moins surpris du diagnostic et ils vont poursuivre leur démarche pour en savoir davantage. Ça peut être, mettons, si je veux schématiser, une catégorie de parents. Mais il y a d'autres parents aussi qui peuvent se sentir profondément submergés par de la tristesse, de la colère, la crainte et la culpabilité. On n'en parle pas souvent de la culpabilité, mais ce qu'on observe, c'est que les mères en particulier sont beaucoup portées à s'interroger sur leurs compétences parentales. Comment est-ce que j'ai été comme mère? Est-ce que j'ai été à un moment donné inadéquate? Est-ce que c'est de ma faute si mon enfant a développé une différence? C'est très fréquent chez les mères de constater cette culpabilité. Le père, tout aussi ébranlé, ce qu'on observe, c'est qu'il se posera davantage des questions sur l'autonomie de son enfant dans l'avenir ou ses chances de guérir. Fait qu'il est moins préoccupé. Si je voulais vraiment, si je veux caricaturer, je dirais que la mère, elle regarde un petit peu dans le passé ce qu'elle a fait de pas correct avec son enfant, où elle se questionne à savoir si elle a fait quelque chose qui était, entre guillemets, inapproprié, alors que le père a plus tendance à regarder de l'avant puis dit « OK, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ou comment est-ce qu'il va être dans le futur? » Fait qu'il y a déjà souvent une différence qu'on peut remarquer au sein des parents. Mais quelle que soit la réaction initiale des parents, ils vont avoir à faire le deuil d'un enfant typique, comme on aura l'occasion d'y revenir dans la suite de la présentation. Ce qui est surprenant, c'est de constater les remarquables capacités d'adaptation que démontrent beaucoup de parents. En quelques semaines, il y en a qui vont s'être rendus très loin dans leur cheminement d'adaptation. Après le choc initial qui a entraîné, comme je vous le disais, généralement de la tristesse, de la colère, du découragement, souvent on passe au mode action. On cherche de l'information supplémentaire, on s'inscrit auprès des services qui sont requis pour prendre soin de l'enfant. Là où c'est parfois plus difficile de passer au mode action, c'est pour des parents qui auront été psychologiquement fragilisés dans le passé. On peut penser à des parents qui auraient, par exemple, souffert de dépression par le passé ou qui vivent, en plus du diagnostic de leur enfant, d'autres difficultés dans leur vie quotidienne à ce moment-là. Si les problèmes ou les difficultés s'accumulent, c'est évident que c'est d'autant plus difficile de s'y adapter. C'est déjà difficile de s'adapter à un grand bouleversement, alors s'il y en a plusieurs, c'est évidemment d'autant plus difficile. Parfois, et je ne sais pas si c'est le cas de certains ou certaines d'entre vous, on observe aussi chez certains parents une réaction de soulagement devant le diagnostic. Certains parents vont expliquer que même s'ils comprennent la gravité, la sévérité du diagnostic, ils préfèrent le savoir plutôt que de rester dans l'angoisse de ne pas savoir, de rester dans l'incertitude. Ils ont peut-être consulté d'autres professionnels qui avaient tenté de les rassurer, de leur dire qu'il fallait qu'ils soient patients, que ça allait s'arranger avec le temps, ce qui faisait parfois augmenter la confusion des parents au lieu de les aider.
Certains, avant d'obtenir un diagnostic, se culpabilisaient beaucoup du comportement de leur enfant et remettaient en question leurs compétences parentales. Et dans certains cas, le fait d'apprendre qu'un enfant présente un trouble dont la cause est davantage d'ordre neurodéveloppemental plutôt que psychologique, ça peut amener, dans certains cas, un soulagement. Et pour ça, je voulais illustrer, donc je vais faire un petit voyage, vous pouvez prendre une respiration. C'est écrit tout petit, mais je vais vous le lire, mais comme je sais qu'il y en a qui sont plus visuels aussi, ça c'est le témoignage de la maman de Jules qui nous parle un petit peu du choc du diagnostic. Donc à la première rencontre où je suis allée, la neuropsychologue m'a expliqué qu'elle devait agir de la façon la plus neutre possible, de manière à amener mon fils à réagir. Donc pas de camaraderie ni de compassion face à certains désirs de jeu de sa part. Jules a fait les tests, je voyais bien ses difficultés de communication, son regard quasi absent, le peu d'importance qu'il accordait à la personne en face de lui. De plus en plus, la réalité nous rattrapait. Et si c'était vrai? Jules a-t-il vraiment quelque chose? C'était stressant. Puis vient le diagnostic, trouble envahissant du développement. J'ai regardé la spécialiste, les yeux écarquillés et pleines d'interrogations. Elle m'a dit que ce n'est pas de notre faute. Quoi? Comment ça, notre faute? Est-ce que c'est de ma faute? Avant qu'elle en parle, j'y avais même jamais pensé. Elle dit que c'est génétique, que nous avons des droits. Elle nous fait une liste des intervenants et de la procédure à suivre sur une feuille. Quand j'ai rejoint mon mari dans la voiture, nous étions anéantis. Mais il m'a rassurée en disant qu'on ferait les bonnes choses pour Jules et que ça irait. Un avant-midi, c'est le temps que j'ai passé à pleurer. Excusez-moi, là, je réalise que j'ai mis un E aigu à la place d'un ER. J'ai mal recopié mon affaire. Donc, à pleurer sur le sort de mon petit, sur mon sort à moi. Je le voyais déjà à 20 ans, débile fini, asocial notoire, dans un appartement encombré de trucs inutiles. Voyons, c'est quoi ce délire? Je suis d'un naturel fonceur et j'ai tendance à analyser rapidement une situation. Je me suis donc fait un schéma mental de la situation et je me suis dit qu'elle allait faire ce qu'il fallait pour que Jules soit le plus fonctionnel possible. Et on verrait. Donc, une fois le plan de match établi, fini les pleurs et en avant les démarches et les rendez-vous. Ça, c'est un témoignage assez expéditif quand même. De nouveau, c'est des témoignages. Chaque histoire est différente, mais c'est pour mettre un petit peu de... J'avais envie de mettre un peu de vécu parmi tout le théorique que j'allais vous présenter. Fait que je vous présente un deuxième témoignage, celui de la maman d'Émilie. Donc, Émilie était là, tout petit bébé, une enfant intense, qui pleurait beaucoup et qui demandait beaucoup d'attention. Nous avons tout d'abord pensé à des inconforts physiques, reflux gastrique, eczéma et allergies. Par contre, pour moi, sa maman, il restait un doute qu'il y avait un petit quelque chose de plus. Lorsqu'elle eut près de 12 mois, nous nous sommes inquiétés de son manque de communication et d'attention conjointe. En revoyant notre fille aînée au même âge, nous avons pris conscience qu'Émilie présentait certains signes troublants. Elle ne pointait jamais et ne faisait jamais bye-bye spontanément. Elle avait aussi certaines peurs, des bruits, l'ascenseur, la lumière vive, qui nous ont amenés à consulter un ergothérapeute lorsqu'elle avait 18 mois. L'ergothérapeute est le premier à avoir parlé de troubles du spectre de l'autisme. J'étais dévastée. Par la suite, d'autres spécialistes m'ont dit que ce n'était probablement pas ça. J'ai continué de douter jusqu'à ce qu'un vrai spécialiste du TSA fasse passer des tests à Émilie. C'est là que nos doutes ont pris fin. Ensuite, une équipe multidisciplinaire nous a donné le fameux diagnostic. Tout le processus aura pris environ 1 an. À ce moment-là, je savais qu'Émilie avait un TSA et le diagnostic final a été une libération. Enfin, des pistes de solutions se dessinaient. Nous commencions à la comprendre et aussi à savoir comment intervenir. Et vous voyez déjà dans ces deux témoignages, on peut voir que l'expérience de ces deux mamans est très différente, tout comme le processus aussi qu'elles ont vécu est différent. Et probablement que si je vous amenais à revisiter pour celles et ceux qui sont concernés votre propre expérience, vous aurez probablement une expérience qui serait encore différente de ces deux témoignages que je vous présentais. Faire face aux émotions douloureuses. J'avais envie de parler des
Les émotions, bon, je sais, d'abord, vous savez peut-être que les psychologues, c'est pas mal notre dada, les émotions. Fait que, ça me partait déjà pour vous dire que ça me tentait de parler des émotions. Mais au-delà de ça, c'est aussi parce que les émotions, c'est un petit peu le dénominateur commun. Les faits peuvent être différents, l'expérience peut être différente, le diagnostic peut être différent, la trajectoire de maladie peut être différente, mais peu importe, ce qui nous rejoint en tant qu'humains, c'est souvent le vécu des émotions et dans le cas qui nous occupe en particulier, de faire face à des émotions qui sont douloureuses, notamment le désespoir, la colère et la culpabilité. L'attachement à nos enfants est quelque chose de si profond et de si important dans la vie d'un parent qu'il n'est pas surprenant que ce qui arrive à notre enfant déclenche chez nous des émotions très intenses. Donc, quand des parents réalisent qu'ils ont un enfant qui est différent, ça touche à ce qu'ils ont de plus précieux au monde. Dans une telle situation, les émotions sont souvent tellement douloureuses qu'il est compréhensible qu'on veuille les éviter, c'est pas agréable de se trouver pris dans le désespoir, la colère et la culpabilité. Les parents peuvent donc être portés à nier la réalité. Comme je vous le disais, à nier la réalité, à mettre en doute les diagnostics qui sont posés et même dans certains cas à refuser l'aide qui va être offerte. Puis, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, ça dépend comment on le voit. Ça peut aussi être vu comme un mécanisme adaptatif qui permet de survivre pendant un certain temps, le temps de se faire progressivement à l'idée. C'est une nouvelle majeure, donc ça donne un peu de temps pour digérer la nouvelle. Chez certains parents, le processus d'adaptation peut durer quelques jours, alors que chez d'autres, ça peut durer quelques mois. Progressivement, avec l'aide des intervenants et peut-être aussi de voir d'autres professionnels qui vont aussi confirmer le diagnostic, la plupart des parents finissent par accepter la réalité. On aura l'occasion d'y revenir quand je vous présenterai le processus de deuil. Accepter la réalité, je vais vous décrire un petit peu ce que j'entends par accepter, parce que l'acceptation, c'est un grand mot, là, fait qu'il y a différentes façons dont on peut comprendre l'acceptation. Donc, après la négation, un moment où on refuse, si on veut, le diagnostic qui est annoncé, il peut y avoir une période de tristesse et de découragement. La douleur est présente et elle s'exprime plus librement. C'est effectivement une période difficile car la réalité s'est imposée. Quand on rentre dans un moment de désespoir, c'est qu'on n'est plus en train de nier la réalité. On est en train de progressivement se rendre compte que oui, la nouvelle est difficile et oui, ça nous fait vivre des émotions et des réactions émotionnelles intenses. Dans certains cas, la perception du handicap et de ses conséquences est amplifiée parce qu'on commence à savoir, on ne connaît pas encore tous les services qui sont disponibles, on ne connaît pas encore la maladie, on ne connaît pas nécessairement la trajectoire qui est attendue. Le sentiment de culpabilité peut se faire sentir et souvent, ça peut amener les parents aussi à avoir une faible estime d'eux-mêmes. Quand on sait que les parents vont être aux premières loges pour prendre soin de l'enfant, c'est d'autant plus important de soutenir ces parents-là dans leurs compétences parentales et dans l'estime d'eux-mêmes, parce que souvent, ce qu'ils nous rapportent, c'est qu'ils vont se sentir seuls et impuissants. Dans certains cas, il sera judicieux de chercher de l'aide professionnelle si ces symptômes comme la faible estime de soi, le découragement, la tristesse durent plusieurs mois et qu'il n'y a pas d'amélioration, c'est peut-être qu'on a besoin, d'un soutien. À la longue, les réactions émotives peuvent changer. En présence, par exemple, d'un enfant multi-handicapé ou de 2 enfants autistes dans la même famille, le parent doit accepter de ressentir par moments de la colère face à l'enfant et face à ce que la situation l'oblige de faire. Et là, je vais faire une nuance. Là, je vous disais que parfois, le parent peut faire face à de la colère face à l'enfant. Ce n'est pas face à l'enfant en tant que tel. C'est plus par rapport à ce que la situation ou par rapport au fait que l'enfant est différent.
Les multiples rendez-vous médicaux, les rencontres à l'école ou au centre de réadaptation sont déjà une charge importante. De plus, si l'enfant fait preuve, par exemple, de sélectivité alimentaire, il a des problèmes de sommeil ou autres, les réserves d'énergie des parents peuvent être régulièrement à la baisse. Ils iront même peut-être jusqu'à entrevoir la nécessité pour un ou l'autre des parents de modifier leur plan de carrière et de vivre avec les impacts financiers qui s'en suivront. La façon de prendre des vacances peut être effectivement aussi influencée par les caractéristiques de l'enfant. On devine quelle quantité de ressources adaptatives les parents doivent parfois mobiliser pour surmonter toutes ces difficultés. Et c'est là où on peut faire le lien entre la colère et la culpabilité. Si je me surprends en tant que parent à être en colère contre mon enfant, c'est quoi l'étape qui s'en vient? Souvent, bien, en plus de m'être senti en colère contre mon enfant, je vais me sentir coupable de m'être senti ou d'avoir exprimé de la colère vis-à-vis de mon enfant qui n'a pas demandé à être différent. C'est là où il peut y avoir un tourbillon, un moment d'émotion qui embarque. On se sent anormal d'en vouloir à un enfant qui n'a rien fait pour être différent. La tendance naturelle, en guillemets, pourrait être de nier cette émotion. Parce que, selon nos conceptions, ça ne devrait pas exister chez un parent qui aime ses enfants. Si je suis un parent et que j'aime mon enfant, je ne devrais pas être en colère contre lui. Mais alors, si je ressens de la colère face à une situation, bien, je vais me sentir coupable. Parce que non seulement je me mets en colère, puis je ne suis pas un bon parent, puis vous voyez un petit peu comment on peut dérouler le fil de la pensée. Ce que j'aimerais rappeler, c'est l'occasion de rappeler que l'ambivalence, soit le fait d'aimer une personne et de se fâcher contre elle, c'est présent dans toutes nos relations importantes. Tu sais, on peut penser, par exemple, à la relation qu'on peut avoir avec notre conjoint. On peut l'aimer beaucoup, mais ressentir aussi de la colère de temps à autre en fonction de ce qu'il a fait ou pas fait, par exemple. Donc, c'est un petit peu la même chose qui peut se retrouver dans la relation qu'on a avec nos enfants. On peut se mettre en colère face à un enfant, même si on l'aime. Si je me mets en colère contre mon enfant, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Ça peut aider aussi à éviter de tomber dans le sentiment de culpabilité. Un autre élément, le fait de ressentir de la colère vis-à-vis de son enfant, ce n'est pas la même chose que de lui faire du mal. Il s'agit d'une réaction intérieure. Quand je suis en colère, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Vous me direz que des fois, on peut aussi l'exprimer à l'extérieur, mais c'est différent que d'avoir un comportement agressif dans la réalité. Ce que j'essaye de faire, c'est de normaliser un petit peu le fait que oui, on peut ressentir de la colère et c'est normal. Il n'y a pas à se sentir coupable de ressentir de la colère. Ce qui est important, c'est de reconnaître cette émotion et de l'interpréter comme un signal de ce qu'on vit. OK, comment ça se fait que qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation pour que je ressente de la colère? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait aménager différemment pour que je ne sois pas en contact avec cette colère? Ça peut être un signal qui nous est éventuellement utile. C'est ça que je vais un peu plus vite sur ce que je voulais dire. Ça nous permet de nous poser des questions sur le motif de cette colère. Par exemple, les faibles progrès de notre enfant, les comportements que nous devons faire pour lui au quotidien, les perturbations qu'il occasionne à notre sommeil. Le fait de chercher ce qui provoque nos émotions nous aide à nous ajuster au quotidien. C'est comme un baromètre. Donc, ça peut peut-être être davantage une amie qu'une ennemie, cette colère. Alors, stress parental et épuisement. Avoir un enfant différent, moi je le vois un petit peu comme courir un marathon. Ça demande de maintenir l'effort sur une longue période et de bien gérer sa dépense d'énergie. Il ne faut pas dépasser un certain rythme pour éviter l'épuisement. Prendre soin d'un enfant qui a des besoins multiples peut en effet induire beaucoup de stress et beaucoup de fatigue. Il faut bien gérer cette dépense énergétique et la renouveler. Moi, je travaille, comme Madame le disait en introduction, je travaille en soins palliatifs, puis j'accompagne
principalement les proches, avant que avant que le patient hospitalisé décède et après en suivi de deuil. Et souvent, je leur donne l'image, puis là, les gens sont très présents, les proches parfois s'épuisent au chevet de leurs proches en voulant être là de façon constante pour tout lui donner. Puis, je donne souvent cette image qui est un petit peu peut-être caricaturale, de quand on prend l'avion, qu'est-ce qu'on nous dit? S'il y a une dépressurisation dans la cabine, on commence par mettre son masque d'oxygène à soi et ensuite on prend soin de l'enfant. Puis c'est un peu ça l'idée du stress parental et de l'épuisement ou quand on fait de l'accompagnement en fin de vie, c'est que si on ne prend pas soin de soi, puis si on n'évite pas de soi-même s'épuiser, on ne pourra pas continuer à long terme, et particulièrement dans le cas d'un enfant différent, c'est un soin qui est à plus long terme que quand les gens sont en soins palliatifs, d'où la grande importance de prendre soin de soi, de gérer cette dépense énergétique et le plus possible la renouveler. Vous allez me dire, c'est très facile à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à mettre en place dans la réalité. Mais ce qu'on constate, c'est que certains parents acceptent mal d'être fatigués ou stressés, ou ne veulent pas le reconnaître. Il est courant d'entendre des mères affirmer qu'elles penseront à elles quand leur enfant ira mieux. Souvent, malheureusement, lorsqu'une maman affirme ça, elle montre déjà des signes d'épuisement. Il peut être aidant, effectivement, pour elle de voir que si elle prend davantage soin d'elle en se ménageant des moments de repos, des activités personnelles ou des activités sociales, elle pourra mieux soutenir son enfant sur une longue période. Le meilleur parent du monde, même s'il est complètement épuisé, finira par devenir irritable et impatient envers son enfant. C'est certes pas ce qu'il souhaite, s'il veut donner le meilleur de lui-même. Ça, c'est une façon aussi de dire, si on le peut, s'il y a des services, s'il y a une configuration ou un contexte qui le permet, c'est important pour le parent aussi de prendre soin de lui. Je vais prendre une pause hydratation. Je vais prendre soin de moi. Je vais faire un petit parcours parce que ce que disent les études ou les études qui ont été faites sur le niveau de stress des parents, puis les comparaisons qu'on peut avoir avec des autres parents du même âge. Donc, le niveau de stress des parents d'enfants différents se relève nettement supérieur à celui des autres parents du même âge. J'imagine que dans votre quotidien, peut-être que vous le constatez, mais c'est documenté par les vrais grands chercheurs dans les universités. Ce stress tient surtout à la lourdeur des soins quotidiens qui sont requis par l'enfant, qui vont exiger beaucoup de temps et d'énergie, et beaucoup plus de temps et d'énergie que des familles qui sont épargnées par cette problématique. D'ailleurs, les soins de base de ces enfants se prolongent bien au-delà de la période qu'on pourrait estimer, entre guillemets, normale, compte tenu d'une plus grande dépendance et des difficultés. À long terme, dans le cas des dépendances chroniques, tout le cycle de l'évolution familiale se trouve perturbé. Les enfants dépendants ne pourront pas, comme les autres, par exemple, quitter le foyer familial pour établir ou fonder leur propre famille. La surcharge quotidienne de travail et de soins accroît la fatigue, entraîne de l'irritabilité, voire dans certains cas de la dépression, ce qui peut aussi limiter la disponibilité des parents pour les autres enfants qu'ils pourraient avoir et pour leur couple. Tout semble avoir lieu sous le signe de la résolution de problèmes, qu'il s'agisse de donner le bain à l'enfant ou de réfléchir à son intégration sociale. C'est comme si on est constamment en train de gérer des crises, puis qu'on n'a pas de possibilité de prendre un pas de recul et de respirer. Lorsqu'un enfant présente une différence, le risque pour ses parents de développer une détresse psychologique s'accroît passablement. Des études qui ont mesuré l'état de santé des mères d'enfants autistes ont démontré qu'elles présentent des taux extrêmement élevés de stress, de détresse et de dépression qui atteindraient entre 50 et 80 % des mères. Entre 50 et 80 % des mères d'enfants autistes présenteraient du stress, de la détresse ou de la dépression. Ces parents sont également particulièrement à risque d'isolement social,
de discorde familiale et finalement, dans certains cas, de séparation. Leur avancement professionnel est plus difficile, ils vivent plus d'anxiété et ont une perception plus négative de leurs compétences parentales. Donc, puisque la situation demande aux parents davantage de soins, il faut qu'il y ait des stratégies de soutien. Elles sont nécessaires pour pouvoir soutenir ces parents et développer des compétences particulières qui sont requises par l'enfant. Par exemple, comment est-ce qu'on peut soutenir les parents pour qu'ils aient un moment de détente et de repos? Comment est-ce qu'on peut soutenir le développement de contacts ou de moments où le parent se sent privilégié par rapport à son enfant, où il développe un lien, où il se sent compétent dans son rôle parental, parce qu'on sait que ça aide. Ce n'est pas nécessairement tant le nombre d'heures qu'on passe avec l'enfant, mais aussi parfois l'impression qu'on n'arrive à rien, qu'on n'arrive pas à aider l'enfant, qu'on n'arrive pas à créer cette complicité qui est importante dans le rôle des parents. Avoir un partage équitable des tâches et des responsabilités dans la famille, ça aide aussi beaucoup à éviter de se retrouver en stress, en détresse ou en épuisement. À cet égard, les mouvements associatifs jouent un rôle crucial en apportant du soutien aux parents, ce qui peut permettre de prévenir leur épuisement. Puis, si je peux me permettre une petite note politique, dans le contexte actuel, c'est d'autant plus important qu'on reconnaisse l'importance de ces services, puis qu'on arrête de penser qu'ils peuvent s'autofinancer puis qu'ils vivent tout seuls. Ça, c'était ma petite note éditoriale, puis ma frustration contre notre ministre préféré. Voilà. J'espère qu'elle sera acheminée avec les droits. Je ne suis pas directement en connexion avec... Bref. Donc, sur cette note politique, je vous présente un autre témoignage avant de rentrer dans la question du processus de deuil. Donc, c'est le témoignage de la maman d'Ismaël. J'ai consulté un ORL alors que mon garçon avait 2 ans et 3 mois parce qu'il avait fait beaucoup d'otite entre 1 an et 2 ans. À la fin du rendez-vous, l'ORL m'a dit que mon fils avait les oreilles complètement bouchées, mais que ce n'était pas nécessairement la cause de son problème de communication. Il ne regardait pas, il ne pointait pas. Et il nous envoya passer un test en audiologie. Ce test a été fait alors que mon fils avait 2 ans et 11 mois. L'audiologiste m'a dit qu'il fallait au plus vite placer mon fils sur des listes d'attente en orthophonie car il avait un trouble de langage. Elle effleura le mot autiste sans plus d'explications ou d'informations. Mon cœur a cessé de battre et je l'ai quitté complètement déboussolé, avec un immense chagrin, sans comprendre ce que tout ça voulait dire. J'ai réussi à avoir une orthophoniste 1 mois plus tard. Quelques minutes après notre arrivée dans son bureau, elle m'expliqua que mon garçon avait un trouble de communication et un trouble envahissant du développement. C'est elle qui a émis la première hypothèse du trouble envahissant du développement. Elle m'a expliqué qu'il y avait des formulaires à remplir pour recevoir les allocations pour handicapés. J'étais abasourdie. Je ne comprenais plus rien. Les mots dansaient dans ma tête. C'est quoi le TED? Mon enfant est handicapé? Au cours de nos 3 rencontres, ça ne connectait pas du tout avec mon fils. Je la détestais pour avoir osé penser que mon fils avait un problème. C'est à ce moment-là qu'a commencé la période de déni de mon deuil, car je ne voyais pas du tout les problèmes de mon fils. Je croyais que c'était parce que l'audiologiste n'avait pas le tour avec lui, mais je ne me rendais pas compte qu'elle m'était d'une aide précieuse quand elle m'expliquait qu'il y avait plusieurs mois d'attente pour voir des thérapeutes, obtenir des services et un diagnostic. C'est un autre témoignage sur le deuil. Donc, le deuil. À la suite de la perte de quelqu'un ou de quelque chose d'important, nous éprouvons tous des émotions typiques que certains auteurs ont décrites par différents modèles. Et lorsqu'on prend conscience que son enfant est atteint d'un handicap, d'une différence, le chemin à traverser est comparable à un deuil. En fait, ça peut être considéré comme un processus naturel d'adaptation à une perte. Parce qu'il y a comme un décalage qui se fait entre les attentes ou l'image qu'on avait de notre enfant et ce qu'on observe effectivement avec notre enfant. Donc, il y a ce décalage qui va se faire. Et les étapes, moi, je ne suis pas une grande fan des étapes parce que ça donne l'impression un petit peu qu'il faut passer de 1 à 2, puis de 2 à 3, puis que là, on se dit, oh mon Dieu, si j'ai pas passé de 1, si j'ai fait de 1, 4, puis je suis revenue à 2, ça veut-tu dire que je suis
comme pas bonnes. C'est en fait des repères. Ce que je trouve intéressant de vous présenter, pourquoi je vous les présente quand même, ces étapes, même si je les aime pas beaucoup, c'est parce qu'elles ont quand même l'intérêt d'être des repères. C'est comme des grands moments ou des grands passages, mais personne ne passe exactement à travers un processus de deuil comme il est écrit dans les livres. Mais ça nous donne quand même des repères. Donc, je vais passer à travers ces 5 étapes. Donc, la première, ça, généralement, est assez vrai. Au début, on vit un choc. Donc, le parent peut éprouver de la confusion, des émotions intenses ou parfois une apparente absence d'émotion. Apparente, tu sais, c'est quand on est tellement choqué, dans le sens européen d'être sous le choc, là, on n'est pas nécessairement en colère, mais on est tellement sous le choc que c'est comme si on est gelé. On est comme déconnecté, ça s'est débranché avec les émotions. Donc, on peut donner l'impression qu'on ne réagit pas, mais c'est juste qu'il y a un décalage qui s'installe. C'est généralement une phase qui est courte. L'annonce du diagnostic ou l'hypothèse du diagnostic peut conduire à un état de sidération, où c'est vraiment quelque chose qui est tellement inattendu, tellement perturbant qu'on c'est ça, on est sous le choc. Je cherche mes mots, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et pour plusieurs parents, entendre le nom du diagnostic peut causer un tel choc que le discours qui s'ensuit ne sera peut-être ni compris ni retenu. Ça, c'est quelque chose que les professionnels devraient savoir et devraient prendre en considération, que ce n'est pas après avoir donné un diagnostic majeur qu'on donne toutes des informations importantes. Malheureusement, je sais en tout cas qu'en oncologie, ils ne l'ont pas encore tout à fait compris, mais je peux imaginer que ça peut être aussi le cas dans d'autres réalités. Voilà. Après une période de choc, certains parents, et pas tous, peuvent passer par une période de négation. Ça s'exprime par le déni. Donc, le déni, c'est le fait de refuser la réalité, de nier la réalité. Et dans certains cas, on peut ressentir aussi de l'anxiété. Et on va aussi, dans certains cas, vouloir consulter divers professionnels ou d'autres spécialistes. Non, je vais aller chercher un deuxième avis. Il s'est probablement trompé. Un deuxième avis, un troisième avis, un quatrième avis. Puis, c'est trop difficile d'être confronté à la réalité, donc on essaye de faire en sorte qu'elle n'existe pas. C'est l'idée de refuser de croire l'information qui nous est transmise, de l'argumenter, de la contester. Ça peut aussi être, puis ça c'est une nuance que je trouvais intéressante, de croire que la situation est réversible et temporaire. Oui, maintenant il est comme ça, mais dans 6 mois, dans 1 an, il va avoir rattrapé son retard. C'est pas grave, ça va s'arranger. Ça aussi, on peut le considérer comme du déni. Éventuellement, on peut passer par une phase de désespoir où la personne va éprouver un chagrin intense, de l'épuisement, et ça peut aller jusqu'à des attitudes plus dépressives. La durée, encore là, peut varier beaucoup d'une situation à l'autre, d'une personne à l'autre. Ensuite, il va y avoir souvent une période qu'on appelle le détachement, qui est comme une étape intermédiaire où c'est comme si on a baissé le gradateur. Les émotions sont encore là, mais elles sont moins envahissantes, elles sont plus acceptables et finalement, c'est comme ça ouvre la voie. C'est un moment un petit peu charnière qui ouvre la voie éventuellement sur l'acceptation. L'acceptation dont je vous reparlerai plus en détail, mais qui signifie que la personne a une perception plus réaliste de la situation. Ça ne veut pas dire « j'accepte et je suis en paix avec le fait que mon enfant soit différent », pas nécessairement, mais c'est de reconnaître la situation de façon réaliste, de trouver des façons adaptées à la situation pour régler les problèmes, si on veut. C'est une sorte de retour à l'équilibre, on pourrait dire, l'acceptation. Donc, encore une fois, je me répète, mais c'est important, ces 5 étapes, ce sont des grands marqueurs généraux. Ça ne veut pas dire que c'est des étapes que tout le monde suit. Au contraire, ça varie beaucoup d'un parent à l'autre. Certains vont passer très rapidement d'une étape à l'autre. Il y en a qui reviennent. Il faut plus voir ça comme une spirale un petit peu. On va à l'un. Aujourd'hui, je me sens plus dans le désespoir, puis après, je repasse dans la négation, puis c'est vraiment quelque chose qui est très dynamique puis qui tourne. Ce n'est pas quelque chose de linéaire où on passe à une étape, puis une fois que je suis passée de 1 à 2,
Phew, c'est passé. Non, on est toujours à risque de revoyager dans ce processus-là. C'est ça, c'est ce que je vous disais. La rechute est aussi, ça c'est intéressant, la rechute est aussi fréquente dans les premières phases. Au début, tout d'un coup, on réalise un nouveau choc, une nouvelle déception et hop, on bouge dans ce processus-là. L'acceptation, je voulais parler, je vous lirai ces citations après. L'acceptation, plusieurs parents disent qu'ils ne pourront jamais accepter la différence de leur enfant. Mais de quoi parle-t-on au juste quand on parle quand on dit qu'à la fin d'un processus de deuil, les parents arrivent à mieux accepter la situation? Comme je vous disais, ce n'est pas ici d'accepter le handicap ou la différence. On peut continuer à détester le handicap, détester la maladie, détester la différence, mais l'acceptation, si vous voulez, c'est d'aimer l'enfant qui en est atteint et de veiller à prendre en compte sa différence dans la réalité. Tu sais, la différence est peut-être un peu, la nuance que j'essaie d'apporter est peut-être différente, c'est que je peux toujours être en colère et détester cette différence, mais j'aime et j'accepte mon enfant et je fais en sorte le plus possible dans ma vie de tenir compte de sa différence dans la réalité. C'est ça qu'on entend par acceptation. À cette étape, généralement, les parents sont sortis de la crise. Ils composent avec la situation pour le bien-être de tous les membres de leur famille. C'est comme s'ils retrouvaient un petit peu leur capacité de trouver des solutions aux problèmes. Ils ne sont plus paralysés par des émotions et ils vont utiliser les services qui sont à disposition. Ils arrivent aussi davantage à expliquer à leur entourage c'est quoi la différence qu'a mon enfant. Et parfois, ils vont même procurer de l'aide à d'autres parents qui sont plus au début de leur processus de deuil d'un enfant différent. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on entend par l'acceptation. Donc là, j'avais deux témoignages d'acceptation. Donc d'abord, la maman d'Ismaël qui dit « Quand mon fils avait 5 ans environ, je n'avais plus du tout honte de la situation. J'étais fière de tout ce qu'on avait accompli. Je comprenais mieux la différence de mon enfant et je pouvais aider des amis qui commençaient leur cheminement avec leur enfant autiste. J'en parlais ouvertement à tout le monde pour sensibiliser le plus de personnes possible à l'autiste. 2 ans après le début de notre route, je pouvais dire que mon deuil était enfin fini. » 2 ans, là, c'est pour une personne. C'est de loin pas une marge. Je ne vous ai pas parlé de durée, puis j'ai fait exprès de ne pas parler de durée, parce que c'est pas je ne trouve pas que c'est nécessairement important et utile. La maman de Jules, à présent, nous rencontrons beaucoup moins de difficultés. D'une certaine façon, nous avons acquis un rythme de croisière. Nous avons la chance que Jules soit atteint d'un TSA léger et comme il a été pris à temps, la vie nous semble facile maintenant. Il est certain que nous travaillons tous les jours sur certains de ses comportements, mais on peut dire que la vie est belle. Pour finir sur le processus de deuil, je trouve que c'est important de relever que le processus de deuil d'un enfant différent se fait sur une très longue période et pour certains parents, il ne se termine jamais vraiment. Je dis la même chose à mes patients qui viennent me voir en suivi de deuil. Quand est-ce que j'aurais fait le deuil de ma mère? C'est qu'est-ce que ça veut dire faire le deuil? On peut aussi juste s'entendre sur est-ce qu'on arrive vraiment à faire le deuil? Est-ce qu'on oublie? En tout cas, c'est des questions plus philosophiques, mais en particulier dans le cas d'un enfant différent, je pense que c'est particulièrement vrai. Le processus de deuil va s'échelonner sur une longue période pendant laquelle il y a divers sentiments et émotions qui vont se superposer. Souvent, c'est une période où va s'alterner de l'espoir de changement et de guérison, et la tristesse et le découragement de constater qu'il reste que l'enfant a des difficultés ou des limites. Il y a certains auteurs qui vont comparer le processus de deuil d'un enfant différent au processus de deuil de parents qui ont perdu un enfant qui est décédé. J'aime pas non plus ce genre de comparaison, ça donne un petit peu de demander si vous voulez choisir entre la peste et le choléra, mais ce qui est particulier dans le cas d'un enfant différent, c'est qu'il continue à avoir des événements avec lui dans la vie quotidienne. Donc, c'est comme si on peut à tout moment être réactivé dans notre processus de deuil.
À un moment donné, un enfant doit changer d'école, la routine, on voyage, on change de contexte, puis les différences peuvent réapparaître, ce qui peut faire que le processus de deuil, à un moment donné, se réactive, puis qu'on se retrouve en moment de choc, on se retrouve en moment de négation. Et comme l'enfant continue à évoluer, c'est comme si le processus de deuil en comparaison évolue aussi. C'est pour ça que j'essayais un peu de vous illustrer ça par une espèce de spirale où on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut, entre guillemets, retomber dans une émotion différente et comment ça va évoluer. Donc, je vais vous parler maintenant des répercussions sur le couple et la famille. Parce que jusqu'à présent, on a beaucoup parlé des réactions émotives des parents à la suite du diagnostic, mais il ne faut pas oublier que des parents, avant d'être des parents, c'était un couple et qu'il peut y avoir des répercussions importantes sur le couple. Et notamment, je vous le disais, souvent les parents peuvent percevoir la nouvelle du diagnostic de façon très différente. La façon dont la nouvelle va être comprise, assimilée, va souvent être différente entre les différents parents. Ce qu'on remarque, et de nouveau, c'est des généralités que je vous transmets, c'est que plus souvent la mère va avoir pu sentir une certaine différence dans le développement de l'enfant que parfois le père va penser que sa conjointe exagère, que ça va s'arranger avec le temps. Et à ce moment-là, et particulièrement quand il y a l'annonce du diagnostic, c'est important qu'il y ait une bonne communication au sein du couple. Ce qui permettra, par exemple, aux différentes personnes de comprendre la réalité de l'autre et éventuellement de s'ajuster quand on ne comprend pas la même chose ou qu'on ne voit pas nécessairement de la même façon. La maman d'Ismaël, après le diagnostic, j'avais besoin d'en parler, mais mon mari avait besoin de recul et de temps pour encaisser ça. Moi, je me suis lancée la tête la première dans tout ce qu'il y avait à faire. Mon mari m'a laissé y aller tout en m'appuyant. Et dans certains, c'était plus un témoignage positif. Puis dans le deuxième, la réaction de mon conjoint au diagnostic a ajouté à mon fardeau. Quand il est tombé malade, j'ai pris la décision de le quitter pour sauver ma peau et celle de mon fils, car j'avais assez de m'occuper de mon garçon et que je ne pouvais pas porter le poids de la dépression et de la maladie de mon conjoint. Il a nié et contesté le diagnostic jusqu'à tout récemment, et ce, malgré ses connaissances dans le domaine. C'est malheureusement ce qu'on voit aussi que, comme dans le cadre du décès d'un enfant, le fait d'avoir un enfant différent, souvent ça met le couple sous grande tension, et il y a un taux aussi de séparation qui est plus élevé que dans les familles qui sont épargnées par cette problématique. Dans le cas où un des deux conjoints est particulièrement difficile, le cheminement, excusez-moi, le conjoint peut l'être aussi, là, mais dans le cas où le cheminement d'un des deux conjoints est particulièrement difficile, il ne faut pas hésiter à demander des rencontres supplémentaires avec le professionnel, parce que des fois, d'en parler davantage peut aider justement au cheminement du conjoint et éviter d'avoir des dégâts au niveau du couple. Au niveau de la famille, quand on a la nouvelle d'un diagnostic d'un enfant différent, ça peut amener à revisiter ou à reconsidérer la dynamique familiale et ça peut amener aussi le parent de l'enfant à revisiter sa propre histoire. Et ce n'est pas rare aussi que, par exemple, un père a réalisé qu'il avait eu, quand il était jeune, plusieurs comportements qui ressemblaient à celui de son fils. Puis à l'époque, les gens avaient mal compris son développement un petit peu atypique. Et il a mieux compris pourquoi lui avait choisi un mode de vie limitant beaucoup les interactions sociales et pourquoi il aimait travailler en solitaire. Fait que des fois, le diagnostic d'un enfant peut amener à reconsidérer aussi comment le parent voit son propre développement. Et j'ai encore un témoignage, mais il faut que je m'hydrate encore parce que je parle beaucoup, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, une femme très sociable et exprimant abondamment ses émotions était mariée à un homme très peu expressif et peu sociable. Il aimait travailler de nuit car il rencontrait moins de gens. Il rapportait qu'il ne saluait en fait qu'un nombre restreint de personnes quand il arrivait au travail. La description de sa façon générale de s'adapter à la réalité indiquait clairement chez lui la présence de traits autistiques. Leur enfant était quant à lui clairement autiste. Sa mère eut donc à faire face à plusieurs défis, celui de comprendre et de soutenir un fils vraiment très différent de ce qu'elle était comme personne,
et celui d'accepter les limites de son conjoint sur le plan social et sur le plan de la communication des sentiments, tout en réalisant qu'elle l'avait sans doute choisi pour tempérer ses propres débordements émotifs. La perception de son conjoint, de son enfant et de la famille qu'il formait était dans l'ensemble à modifier. La nouvelle situation lui demandait aussi de parfaire sa connaissance d'elle-même et de voir comment elle allait combler certains de ses besoins personnels, entre autres son besoin de communication, en dehors de sa famille. Elle a demandé un suivi en psychologie pour elle-même, ce qui l'a aidée à cheminer. On va passer à la fratrie, parce que je vois que le temps file. Donc, les problèmes d'un enfant différent peuvent aussi avoir une grande répercussion sur ses frères et ses sœurs. Plus l'enfant est sévèrement atteint, plus les parents doivent lui consacrer du temps et de l'énergie. Et les autres enfants, dépendamment de leur âge et de leur maturité, pourront éventuellement se montrer jaloux ou délaissés par leurs parents. Il y a certains enfants plus âgés qui vont comprendre la situation et qui peuvent parfois chercher à soulager leurs parents en prenant des responsabilités face à l'enfant différent. Ça arrive que certains enfants deviennent comme un troisième parent en démontrant une pseudo-maturité où ils ne peuvent pas, eux, se permettre d'exprimer leurs propres besoins. Mais là, il est important aussi de s'assurer que les enfants restent investis dans leurs propres activités sans que ça les empêche de rendre un service de temps en temps. Les parents doivent rester attentifs. Vous me direz, c'est encore une autre tâche, là, mais idéalement de rester attentifs à leurs autres enfants pour voir s'ils peuvent aussi ressentir des émotions négatives ou ambivalentes, comme de la tristesse et de la colère. Tout comme les parents peuvent aimer leur enfant et des fois ressentir de la colère, un enfant peut aimer son frère ou sa sœur, mais ressentir de la colère parce qu'il est différent. Et il peut aussi ressentir de la culpabilité parce qu'il ressent de la colère. Tout ce que je vous disais avant chez le parent peut se retrouver chez l'enfant. Mais l'enfant, il n'a pas le système de maturité d'un parent. Fait que c'est important de pouvoir accueillir ses émotions puis de pouvoir normaliser que c'est correct que tu sois en colère contre ton petit frère parce qu'il fait du bruit puis qu'il t'empêche de regarder ton émission à la télé. Tu sais, je prends un exemple niaiseux, là, mais de pouvoir normaliser, ça va aider beaucoup l'enfant pour éviter qu'il se sente coupable de ces éléments-là. Donc, ces émotions sont normales, elles ne doivent pas être niées, minimisées ou réprimées. Donc, c'est évident que d'avoir un frère ou une sœur atypique ou différent a des répercussions à court ou à long terme sur les autres enfants de la famille. Mais il serait faux de penser que c'est que négatif. C'est ainsi qu'on peut retrouver des sœurs et des frères qui vont manifester souvent une aptitude à prendre soin des autres, qui vont devenir plus sensibles, plus tolérants face aux différences et aux handicaps, une situation qui peut même, dans certains cas, orienter leur choix de carrière. En effet, il arrive souvent de rencontrer des intervenants en milieu d'adaptation ou des enseignants en classe d'adaptation qui ont eu un sœur ou une frère, un frère, une sœur ou un cousin ou quelqu'un de proche qui avait eu un handicap et qui les a, eux, amenés à faire ce chemin-là. Les réactions de l'entourage. Je vous en parlais un petit peu, mais j'imagine que vous auriez beaucoup plus à me dire sur les réactions de l'entourage, le regard des autres, que ce que moi je peux vous amener. Mais ce qu'on sait, c'est qu'avant qu'un diagnostic ne soit posé, il n'est pas rare que les parents aient à faire face à des remarques blessantes de certaines personnes à l'effet que leur enfant est mal élevé, que c'est un enfant roi, qu'il n'en fait qu'à sa tête. Les parents ont beau se rappeler tous les efforts qu'ils ont mis à bien encadrer leur enfant, ces remarques viennent miner un sentiment de compétence parentale qui peut déjà être abîmé et alourdir une charge émotive qu'ils portent déjà. Dans certains cas, certains parents vont décider de prendre une distance par rapport aux personnes qui ne les comprennent pas, mais c'est comme un cercle vicieux parce qu'on sait que ces personnes sont aussi plus à risque d'isolement. Donc, il y a à prendre soin de ça aussi. À la suite des conclusions de l'évaluation, particulièrement si l'enfant n'est pas sévèrement atteint, il est possible que la famille immédiate émette des doutes quant au diagnostic ou ne le comprenne pas.
Il y a des fois l'idée que seules les personnes qui ont une forme la plus extrême de handicap vont avoir un diagnostic. Ça va prendre du temps de réexpliquer le diagnostic, de réexpliquer les contextes, des fois de donner des informations écrites, parce que l'entourage aussi a un deuil à faire. Les grands-parents, les oncles, les tantes aussi ont à adapter leur image d'un enfant différent. Et on peut espérer que par la suite, une fois qu'il y ait une meilleure compréhension, ils pourront reprendre leur rôle de soutien et de présence affectueuse auprès de l'enfant. Malheureusement, il y a beaucoup de parents d'enfants différents qui se butent encore fréquemment à l'incompréhension d'autrui face à leur situation. Et il y a même, et j'imagine que vous avez aussi des exemples, la méconnaissance de certains professionnels qui vont favoriser des pratiques qui ne sont pas cohérentes avec le développement de l'enfant. Donc ça aussi, c'est difficile. Quand c'est son entourage, c'est quelque chose, mais des fois, quand ça vient aussi du milieu professionnel, c'est d'autant plus difficile de faire face à cela. Je vous proposais sur la diapositive suivante ici des pistes de réflexion individuelles qui peuvent aider dans certains cas quand on se retrouve face à des personnes qui viennent un petit peu que le regard des autres vient nous affecter, qu'on se sent moins à l'aise. Voilà des pistes qui peuvent nous aider à nous recentrer. Qu'est-ce que je trouve le plus difficile dans la situation présente avec mon enfant? Qu'est-ce qui m'aide le plus dans cette situation? Quelle est mon émotion prédominante actuelle en rapport avec la situation entourant mon enfant? Avec qui suis-je le plus à l'aise pour parler de ce que je ressens? Qu'est-ce que je fais pour gérer mon stress et ma fatigue? Ça, c'est comme un petit peu des pistes de réflexion qui peuvent nous aider à essayer de se recentrer puis à prendre du recul quand on vit une situation qui est particulièrement difficile. Beaucoup de parents disent qu'avoir un enfant différent, ça change une vie. C'est souvent difficile, épuisant, inquiétant. Par contre, le chemin est parsemé de petites et de grandes victoires. L'évolution est parfois lente et elle peut se poursuivre sur des décennies. La relation avec l'enfant est intense et permet aux parents d'en apprendre beaucoup sur lui-même. Les parents découvrent qu'ils possèdent de grandes ressources d'adaptation, une force de caractère et une détermination insoupçonnée, qu'ils peuvent faire preuve d'empathie et de débrouillardise. Le fait d'avoir un enfant différent, limité, amène aussi certains parents à reconnaître et accepter leurs propres limites. Ces parents découvrent peu à peu que, malgré leur bonne volonté et leur force individuelle, ils ne peuvent pas tout changer. Ils se trouvent parfois devant des impasses, pris devant une situation qu'ils doivent accepter, au moins pendant un certain temps. Certains de ces parents, habitués à tout réussir et à tout gérer facilement, découvrent leur sentiment d'impuissance devant des problèmes apparemment insolubles. Bien souvent, cette impuissance les met en contact avec leur propre fragilité. Il y en a qui acceptent pour la première fois que des professionnels les aident à comprendre et à accepter ce qui leur arrive. Pour ces parents, ce qu'ils vivent avec leur enfant s'accompagne d'un voyage intérieur au cours duquel ils reconnaissent et acceptent que la vie comporte des limites et elle fait appel ainsi à notre capacité de renoncement. Le fait d'avoir un enfant différent, ça change une vie et ça change les valeurs aussi. Plusieurs parents disent ne plus être centrés sur des besoins liés à la surconsommation ou le désir de bien paraître aux yeux des autres. Ils prônent maintenant les véritables valeurs humaines comme l'accueil, la compréhension, l'empathie, le respect. Enfin, ce qui est peut-être le plus formidable dans ce voyage, c'est de découvrir qu'on n'est pas seul, que d'autres personnes vivent sensiblement les mêmes choses que nous. Si les situations ne sont pas tout à fait les mêmes, les sentiments et les états intérieurs se ressemblent. Le fait de partager ce vécu avec d'autres est peut-être ce qui aide à trouver en soi la force de continuer la route. Le fait de recevoir de l'écoute, de l'empathie et du soutien aide à croire en l'être humain, en son altruisme, en sa bonté.
c'est peut-être là la clé de la confiance en la vie. C'est l'espoir que, quoi qu'il advienne, il y aura de la lumière. Des gens bienvenants seront là pour notre enfant, comme il y en a déjà eu pour nous. Merci beaucoup.